Bonjour à tous, c'est David, votre zététicien du sport. Je ne quantifie pas. Je sais, c'est quelque chose qui peut choquer, mais écoutez bien jusqu'à la fin et vous comprendrez ce que je veux dire par là. Avant d'expliquer, je vais commencer par reprocher ce que je ne trouve pas bien dans la planification. Pour planifier, on commence par projeter une date à laquelle on place un niveau que l'on veut atteindre. On y place aussi des niveaux d'exigence qualitative en termes d'entraînement. Être capable de courir à cette vitesse, être fort comme ça, être endurant comme ça, et on y ajoute éventuellement, et bien éventuellement, j'ai dit, une quantité. Et ça, on ne le voit pas tout le temps. Je dois faire tant de répétitions de sprint, je dois faire tant de séries à cette charge, ou bien encore courir tant de kilomètres à cette vitesse. Or, cette quantité que l'on va définir en remontant le temps et en se fixant des points est complètement subjective. Comment peut-on juger que notre goal est SMART, c'est-à-dire S-M-A-R-T, spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et au temps délimité, comme le dit Romain Cacciamenda dans son podcast sur comment planifier. Et je pense surtout à la partie du temps délimité. Et si ça ne fonctionne pas, est-ce que c'est un échec? On arrête? Ou on reprend avec un délai, un autre délai, un délai que l'on va se fixer? Et c'est sur ce point temporel que je veux surtout m'attarder. Généralement, la planification est faite comme ceci. Si on veut faire du sprint, on court de plus en plus vite et de moins en moins longtemps. En muscu, pour la force, on va pousser de plus en plus lourd et avec de moins en moins de volume. Et pour l'endurance, les vitesses de travail vont se recentrer vers le spécifique. Ou bien encore, parfois, on va courir de plus en plus vite vers la vitesse spécifique. Ce n'est pas que je suis en accord ou en désaccord avec cela, mais c'est la façon de le faire qui me gêne. On part de ce que l'on veut et on imagine les délais qu'il nous faudra. Pourquoi ne pas plutôt partir de ce que l'on peut faire? Placer des exigences qualitatives, mais surtout quantitatives, et j'insiste sur le quantitative, c'est la meilleure façon de ne pas avoir la dose qui permet le progrès optimum, c'est-à-dire la dose ni trop faible ni trop forte. La planification et l'organisation vis-à-vis de la notion de temps, alors que la programmation est l'organisation d'une suite d'opérations sans la notion de temps. Voilà ma façon de procéder. Je ne planifie pas, je programme. Je vous présente alors ma façon de créer mon programme en 6 points. Les 6 points qui me permettent en fait de progresser et d'amener mon athlète vers un niveau de performance. N'hésitez pas de commenter ces 6 points, dire si vous êtes en accord avec certains ou en désaccord avec d'autres. On commence tout de suite par le point le plus important. Numéro 1. Arriver à gérer la quantité de spécifiques tolérable maximum à un moment par l'athlète. J'insiste énormément là-dessus car l'activité spécifique permet le meilleur rapport entre l'énergie investie et le rendu en termes de progrès. Si tu veux courir vite, cours vite. Si tu veux soulever lourd, mets lourd. Si tu veux courir longtemps à une vitesse, cours longtemps à cette vitesse. Cette quantité doit évoluer de façon progressive. On peut utiliser des outils de quantification. Je vous ai donné le mien dans mon podcast sur la gestion de la charge dans le sprint. La gestion de la charge d'entraînement spécifique est souvent très complexe et multifactorielle. En tout cas, les outils minimums mettant au vert le passage à une augmentation de 5% de volume supplémentaire, par exemple, sont, pour moi, l'absence de douleur, une absence d'inflammation supérieure à 1 sur 10 sur une échelle de Borg, une absence aussi de symptômes d'épuisement mental, de lassitude, c'est-à-dire une motivation présente et assez importante. Et maintenant le deuxième point. La performance
est un ensemble de facteurs. Neuromoteur, postural, musculo-squelettique avec la biomécanique, la physiologie de l'effort, donc ce qui permet de fournir de l'énergie, les facteurs psychologiques, sociologiques, environnementaux, hormonaux, l'hygiène de vie, concernant la nutrition et le sommeil. Ici, on va se concentrer sur les facteurs sur lesquels on peut jouer dans la création de notre programmation, c'est-à-dire l'aspect neuromoteur et postural, la biomécanique avec ce qui permet d'améliorer la contraction musculaire et les facteurs structurels du muscle, et enfin ce qui fournit l'énergie, la physiologie de l'effort. Pour ce deuxième point, ce que je veux qu'on retienne, c'est que je ne diminue pas la quantité de spécifiques pour un entraînement à dominante biomécanique, c'est-à-dire un travail sur le système musculo-tendineux, ou bien pour un travail à dominante physiologique. Attention, ne me comprenez pas mal. Prenons l'exemple d'un footballeur qui a besoin d'augmenter sa VMA pour être plus performant, plutôt que de faire de la conduite de balle. Cela reste du spécifique, car il va courir dans des allures dans lesquelles il se retrouve en match. Par contre, sortir du terrain et passer du temps sur un vélo ou un elliptique, je ne suis pas sûr que cela soit pertinent. Le gain ne sera sûrement pas assez bénéfique par rapport à la perte de temps. Par contre, au niveau de la motricité, du neuromoteur, c'est-à-dire ce qui touche à l'apprentissage, cela nécessite une diminution du stress, dans le sens une réduction des difficultés. Dans le spécifique, avec tout ce que cela implique, l'opposition, la fatigue, l'intensité, l'apprentissage moteur est réduit, et il nécessite un temps pour lequel on va sortir du spécifique et apprendre au calme. L'apprentissage peut être technique, tactique, mais je le vois aussi et surtout dans la coordination intra- et intermusculaire. La correction du schéma moteur pour la création du mouvement. Écoutez mon podcast sur les paramètres de l'explosivité pour cela, notamment où je parle du lien avec les zones de mobilité et de stabilité. Pour ce deuxième point, la règle que je donnerai serait: si le volume de spécifique n'est pas réalisé, on ne fait pas d'entraînement annexe, sauf pour un apprentissage. Troisième point, créer des axes de travail annexes, me permettant soit d'améliorer ma tolérance au spécifique, c'est-à-dire un travail prophylactique, soit d'améliorer directement ma performance par un travail de préparation physique pas spécifique. Mais attention, il n'y a bien souvent pas de réelle distinction entre les deux concrètement. Quatrième point, on ne doit pas créer une diminution de la charge spécifique à cause du travail annexe, sauf pour de l'apprentissage ou du travail neuromoteur. Le spécifique reste une base. On doit seulement tenter de l'augmenter et on peut la répartir de façon différente. Si on la diminue, c'est à cause d'une blessure ou d'un risque de blessure. Cinquième point, le travail annexe ne doit engendrer aucune augmentation des douleurs perçues. Cela semble évident, mais ce n'est pas ce qui peut être vu dans la réalité. Si un travail annexe ne peut être fait sans douleur, il faut le supprimer. S'il vous semble trop important pour être supprimé, mettez en place une stratégie qui vous permet de comprendre pourquoi il y a douleur et d'y aboutir sans douleur. Sixième point maintenant, on crée des étapes de travail pour le travail annexe. Par exemple, pour un sprinter dont le spécifique sera de courir et d'accélérer à fond. Le travail annexe pour cela peut être, sans justifier ou commenter ce travail annexe, sprinter à 85%, 90%, 95% de sa vitesse max. Le chariot lourd. Rebondir, être fort, être mobile et avoir une technique juste. On peut créer des étapes qualitatives dans chacune de ces thématiques annexes. La seule façon de passer à l'étape suivante sera de valider une quantité de travail minimum à réaliser sans douleur. Le sujet au niveau du travail de sprint est bien abordé dans le podcast sur la quantification de la vitesse. Je vais donc donner un exemple au niveau des rebonds par exemple. L'étape 1 peut être
être capable de faire 1500 rebonds de corde à sauter. Et ça, c'est pas là-dessus que l'on doit commencer. Peut-être que l'on commencera avec 1000. Peut-être que l'on commencera avec 500. Mais il faudra 1500 pour passer à l'étape 2. Être capable de faire 800 rebonds vers le haut de marche d'escalier. Étape 3, 500 rebonds de contre-haut, contre-bas sur une marche d'escalier. Étape 4, 400 rebonds pieds joints sur des haies à 65 cm. Et puis la cinquième étape, la dernière, 300 rebonds pieds joints sur des haies à 1 mètre par exemple. Donc pour passer au niveau suivant de chaque travail annexe, il faut valider une quantité de travail à une certaine qualité, un niveau d'intensité ici, ce qui permet de s'assurer un niveau minimum de tolérance pour le prochain travail. Et là, la façon de fixer les points de passage, les étapes, est assez arbitraire. Mais il faut bien comparer cela à la planification qui nous impose en quelque sorte une qualité sans même avoir eu le temps de maîtriser une autre, ou bien en ayant perdu du temps parfois. Maintenant, le 7e et dernier point. Une fois qu'une qualité est acquise, il ne faut pas revenir en arrière, s'arrêter et la perdre. Il faut l'entretenir, voire augmenter la quantité d'entraînement dessus. Et là, je parle de la grosse erreur de l'intersaison. S'arrêter 3, 6, 8 semaines. Si votre mental a besoin d'une pause, votre corps, lui, a besoin de continuité, de progressivité. Si vous avez mal, revoyez votre progressivité. Révisez votre continuité dans vos quantités d'entraînement, mais aussi au niveau de la qualité, c'est-à-dire ce que vous y faites. Si votre mental a besoin d'air, changez d'air. Changez de sport périodiquement. Faites du outdoor. Faites un autre sport collectif en faisant attention à la blessure. Mais si vous courez dans votre sport, gardez de la course. Ne passez pas tout votre temps sur un vélo. Si vous avez besoin de force, ne faites pas du bridge. Si vous avez besoin d'endurance dans votre sport, ne vous mettez pas exclusivement à l'haltérophilie à l'intersaison. Soyez pertinent, mixez et aimez ce que vous faites, de sorte à faire récupérer votre mental. De préférence, faites quelque chose de pas trop éloigné de votre spécifique. Si votre période d'intersaison a été efficace et pertinente, à la reprise, si vous faites du sprint par exemple, vous devez reprendre sur du sprint. Et là, ça choque. Combien reprennent sur de la muscu légère, de l'aérobie, voire peut-être du lactique, des exercices de tapis interminables et loin du spécifique? Il faut au moins le niveau d'intensité de la commande nerveuse, ou le schéma moteur qui sera mis en place, ou des sollicitations qui recherchent le niveau de mise en tension musculaire et pas la congestion. Après, cela n'est possible que si vous ne vous êtes pas trop éloigné du spécifique, trop qualitativement, trop longtemps ou trop quantitativement. Et malheureusement, parfois, tout cela réunit. Et voilà, au final, rien ne vous empêche de vous fixer des objectifs. Mais construire le chemin vers la réussite ne part pas de la réussite vers vous, mais de vous vers la réussite. Cela semble être pinaillé sur les mots, mais au lieu d'analyser les besoins nécessaires à la réussite, allez surtout analyser vos freins. N'oubliez pas de liker et partager ces vidéos, c'est ça qui me donne envie de continuer d'échanger. Suivez-moi sur Instagram, YouTube, NoMinute et le e-campus de transfert. Et surtout, prenez soin de bien penser ce que vous faites et de bien faire ce que vous pensez. Allez, à bientôt!